À la une ce samedi, la mise en place du nouveau bureau de la Commission électorale indépendante CEI. Le nouveau bureau compte 6 membres avec à sa tête Youssouf Bakayoko, le président sortant. Il donne déjà les orientations de l'institution pour des élections crédibles et apaisées en Côte d'Ivoire. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance va démarrer ses activités. Il s'agit notamment de la lutte contre la corruption et le racket. Son président a prêté serment ce vendredi en présence du chef de l'État ivoirien. Côté sport, football, les éléphants affrontent cet après-midi la Sierra Leone pour les éliminatoires de la CAN 2015. Un dispositif sanitaire de lutte contre Ebola a été mis en place afin que le match se joue en toute sécurité pour les joueurs et pour les supporters. Bienvenue dans le 13h de ce samedi 6 septembre 2014. Merci d'être avec nous sur RTI 1. Deuxième mandat pour Youssouf Bakayoko à la tête de la Commission électorale indépendante. Le nouveau bureau de la CEI compte 6 membres. C'est ce qui ressort de la rencontre d'hier au siège de l'institution. Léon Brou. Voici le bureau de la nouvelle CEI, la Commission électorale indépendante. 6 membres, Alé Amlan du Barreau et André Zano du RPC, respectivement secrétaire adjoint et secrétaire, Auguste Mérémont, UDPCI, Gervais Koulibaly, CAP-UDD, Koné Sourou de la présidence de la République sont dans l'ordre 3e, 2e et 1er vice-président. À leur tête, Youssouf Bakayoko du PDCI RDA, il succède à lui-même à la présidence de la CEI. Nous allons travailler en prenant en considération toutes les questions urgentes qui sont restées en suspens. Il y a, comme vous pouvez l'imaginer, la liste électorale. Il y a la mise sur pied des commissions électorales locales et à l'étranger. Il y a aussi, bien entendu, la mise sur pied d'un certain nombre d'instruments qui nous sont utiles. Nous allons travailler au renforcement de la cohésion entre les membres de la Commission électorale indépendante. Nous allons travailler au renforcement de la confiance entre nous et les populations, entre nous et les électeurs, entre nous et les différents partis politiques. Ce que nous souhaitons, c'est organiser des élections transparentes, organiser des élections crédibles et que dans l'avenir, nous n'ayons plus de crise post-électorale. Les travaux pour la formation de ce bureau auront duré 2 jours, le temps pour les commissaires de convenir du mode de désignation des membres. Le bureau a été construit, quoi qu'on dise, sur une base consensuelle. C'est ce qui a pris du temps. L'ossature, selon laquelle les candidats présentés ont été élus, a été obtenu à une large majorité. Ont participé à la désignation des membres du bureau de la nouvelle CEI, 12 sur les 17 commissaires. Les 5 autres se sont retirés du vote. Il s'agit des représentants du FPI et du RPP, tous deux issus de l'Alliance des forces démocratiques, ceux du MFA, de la conférence épiscopale et des organisations non gouvernementales. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance va pouvoir démarrer ses activités. Son président a prêté serment ce vendredi. Il est à la tête d'une équipe de 9 personnes chargées de lutter contre la mauvaise gouvernance, avec notamment le racket et la corruption. Jérôme Kofi Abolin. Je jure de remplir mes fonctions avec honnêteté, impartialité, intégrité et objectivité, dans le respect de la Constitution, des lois et règlements de la République. Comme le président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, les autres membres de l'institution, au nombre desquels 2 femmes, se sont succédés pour prendre l'engagement solennel de bien et fidèlement remplir leur mission. Mission qui consiste à œuvrer avec honnêteté, impartialité, intégrité et objectivité, conformément à la teneur du serment. Un engagement devant des témoins et non des moindres, à savoir des personnalités nationales et internationales, avec au premier rang le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, mais aussi devant la Chambre des comptes de la Cour suprême, délocalisée pour la circonstance à la salle des pas perdus de la présidence de la République. Le premier avocat général à la Cour suprême, Adolphe Kadiogigi, avant de souhaiter bon vent à la Haute Autorité pour la bonne gouvernance,
a indiqué que l'avènement de son président avec ses conseillers à travers cette cérémonie serait une rigoureuse riposte des autorités pour freiner, voire éradiquer la corruption en Côte d'Ivoire. Lui succédant, le président de la Cour suprême, président de séance, a d'abord exprimé ses remerciements au président de la République, Alassane Ouattara, pour avoir pris l'initiative de mettre en place la haute autorité pour la bonne gouvernance. Il a ensuite félicité le président de la haute autorité pour la bonne gouvernance et les autres membres de l'institution pour la marque de confiance dont ils ont été l'objet. Vous êtes au total 9 personnalités, choisies parmi environ 20 millions d'Ivoiriens. C'est donc une marque de confiance. C'est une marque de confiance inestimable, devrais-je dire. C'est un insigne honneur. Soyez-en félicités. Mais en même temps, c'est une très lourde charge qui vous est confiée. Celle de nettoyer, je ne dirais pas les écuries d'Augias, mais de nettoyer de fond en comble la maison Côte d'Ivoire, sans hésiter à en déplacer les meubles pour faire fuir les animaux de l'ombre, comme aimait à le dire le président fondateur Félix Houphouët-Boigny. Et le président de la Cour suprême, Konema Amadou, de définir la feuille de route de la haute autorité pour la bonne gouvernance en 2 volets essentiels. L'un consistant à renforcer la lutte contre la corruption, l'autre visant à la promotion de la bonne gouvernance avec pour objectif de débarrasser l'administration de cet art, soit par l'éducation, soit par la prévention et si nécessaire, par la répression. Immortaliser la cérémonie l'a été par une photo de famille aux côtés du président de la République, Alassane Ouattara. La rentrée des classes 2014-2015, c'est ce 15 septembre. Et à quelques jours de cette date, le ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique a tenu la réunion solennelle de rentrée. Il a été question de donner une feuille de route aux différents acteurs du système éducatif afin de faire de cette année scolaire une réussite à tous les niveaux. Et avant cette rentrée des classes, le ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique a primé les élèves filles qui ont obtenu les meilleurs résultats aux examens de l'année écoulée. Elles ont entre 14 et 19 de moyenne sur 20. Laetitia Manglé. 150 élèves filles admises au CPE dont la moyenne est comprise entre 18,38 et 19,45, 100 autres admises au BEPC dont les moyennes varient entre 15,02 et 17,46 et 50 bachelières qui ont obtenu entre 14,85 et 17,15 de moyenne ont été distinguées ce 4 septembre au lycée Sainte-Marie de Cocody. Cette distinction, initiée par le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, s'inscrit dans la dynamique de promotion de l'excellence du chef de l'État, Alassane Ouattara. Pour Kandia Kamara, ministre de l'Éducation nationale, cette cérémonie répond également à un souci de promotion de la scolarisation de la jeune fille. 10 points d'avance pour les garçons au primaire en matière de scolarisation et 13,5 points d'avance toujours pour les garçons au secondaire. Le combat pour la scolarisation de la jeune fille en Côte d'Ivoire a encore du chemin à parcourir. 13 étudiants ivoiriens viennent de recevoir des bourses d'études pour de prestigieuses universités et grandes écoles dans le monde. Ils ont été sélectionnés par la Fondation Bénian sur la base de l'excellence de leurs résultats scolaires. Ami Sisseko et Anna Zelika Eora. Raoul Kwasi Kobri est aujourd'hui cadre supérieur dans une banque de la place. Cette réussite, il la doit en partie à la bourse d'excellence Bénian qu'il a obtenue en 2007. Cette bourse m'a permis en tout cas de faire un master spécialisé à l'école d'art et métiers Paris-Tech où j'ai pu suivre des cours en banque et finance, principalement la spécialité en management global des risques. J'ai rêvé de travailler dans la banque et aujourd'hui je suis en poste dans une banque. Cette année encore, la Fondation fait des heureux. 13 lauréats, dont 2 femmes, bénéficient de ces bourses d'excellence qui leur permettront d'être mieux formés afin de servir leur pays. La Fondation Bénian renouvelle ainsi son engagement à contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. La Fondation a été créée depuis 1996 pour soutenir les actions du gouvernement pour la formation des cadres de haut niveau. Et aujourd'hui, nous sommes pratiquement à 350 de sorties pour un montant de plus d'1,5 milliard qui ont été recueillis pour soutenir nos jeunes Ivoiriens. Grâce à ces bourses, ces 13 étudiants vont poursuivre leurs études dans des universités et grandes écoles de France et du Canada, notamment dans les domaines des finances, des mines, du droit maritime et du management. Lorsqu'ils m'ont appelé pour me dire que je faisais partie des lauréats, j'étais vraiment ému parce que
c'était mon projet qui se concrétisait. C'était un rêve qui se concrétisait. C'était aussi la possibilité que j'avais vraiment d'être un acteur de développement pour mon pays. Bon, mon rêve, il est en train de se réaliser, mais partiellement. Parce que la bourse que Beignan m'offre est une bourse de qualité, mais qui ne couvre pas la totalité de mes frais de scolarité. Et donc, je suis encore dans l'espérance d'obtenir plus de fonds pour réaliser mon rêve totalement. Les bourses d'excellence Beignan reposent sur des critères de mérite qui tiennent compte des qualités personnelles, intellectuelles et universitaires des candidats. Elles sont ouvertes chaque année à tous les Ivoiriens du 1er mars au 15 juin. La lutte contre Ebola est aujourd'hui une priorité pour le monde entier. L'Union européenne débloque près de 92 milliards de francs CFA afin d'appuyer les pays touchés dans la lutte contre le virus Ebola. Et l'Union africaine annonce une réunion d'urgence pour ce lundi 8 septembre. En Côte d'Ivoire, les forces de défense et de sécurité ont reçu du matériel sanitaire afin d'être des acteurs de la lutte contre le virus. C'est une des mesures du plan d'urgence de la riposte à la maladie à virus Ebola mis en place par la Côte d'Ivoire. Abou Sanogo. 1427 morts à la date du 25 août, c'est le bilan causé par la fièvre hémorragique Ebola en Afrique de l'Ouest. Et même si la Côte d'Ivoire n'a pas encore été touchée par cette maladie virale, force est de reconnaître que d'importantes campagnes de sensibilisation sont menées pour réduire les risques de contraction de la maladie. C'est dans cette optique que le commandement des forces terrestres et des forces républicaines de Côte d'Ivoire a entamé la phase de sensibilisation de ces unités au foyer du soldat du 1er bataillon de commandos et de parachutistes. À cette occasion, le médecin lieutenant-colonel Joseph Ourega de l'armée de l'air a expliqué l'origine de la maladie, ses modes de transmission et de manifestation et les moyens de prévention. Cette maladie virale se transmet selon lui à l'homme à partir d'animaux sauvages infectés et se propage ensuite dans la population par transmission interhumaine. Les études à ce jour, selon lui, n'ont pas permis de déterminer un vaccin contre la fièvre Ebola. Cependant, des moyens sont mis en œuvre pour prévenir les risques de contamination. Ce sont éviter de fréquenter les zones affectées par la maladie, se laver les mains très fréquemment, éviter le contact avec les personnes contaminées, éviter le contact avec les personnes décédées de la fièvre Ebola. L'action des forces républicaines de Côte d'Ivoire ne se limitera pas à la simple sensibilisation de ses personnels. L'armée ivoirienne accompagnera le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida dans sa lutte contre l'épidémie de l'Ebola en renforçant les contrôles aux postes frontaliers et sur les 33 barrages autorisés sur l'ensemble du territoire. La sensibilisation des militaires qui a débuté à Akwedo s'étendra dans toutes les casernes du pays et se fera par le service de santé des armées sur les dangers de la contamination de l'épidémie et sur les précautions sanitaires à observer. À Ouaninou, les autorités locales mettent les bouchées doubles afin de sensibiliser 100% de la population aux mesures de prévention contre Ebola. Et pour cause, c'est une ville ivoirienne située à seulement 12 km de la frontière guinéenne. Abou Sanogo. L'action s'inscrit dans le prolongement des mesures préventives prises par le gouvernement contre l'épidémie à virus Ebola. Les cadres de Ouaninou, dans le Bafing, à la frontière avec la Guinée, ont donc initié des séances d'explication allant de la non-consommation de la viande de brousse à l'hygiène corporelle. Et comme si cela ne suffisait pas, un tournoi de football de la sensibilisation à la lutte contre la fièvre Ebola, doté du trophée Vadoua Diomandé, a tenu en haleine un mois durant les populations de la localité. La finale de ce tournoi a opposé l'équipe des jeunes en bleu à celle des transporteurs de Ouaninou en vert. Score final 1-0 pour l'équipe des jeunes qui a reçu le trophée de la lutte contre la fièvre Ebola des mains du parrain Vadoua Diomandé. La Sierra Leone, pays touché par le virus Ebola, a ordonné un confinement de 4 jours à tous ses habitants pour tenter de contenir la propagation du virus. Le confinement va courir du 18 au 21 septembre. Durant cette période, les civils ne pourront pas sortir de chez eux. Il s'agit à la fois d'empêcher l'épidémie de se propager davantage et aussi de permettre aux autorités sanitaires de repérer les cas suspects dès l'apparition de la maladie. Plus de 2000 personnes ont été tuées par la fièvre Ebola. C'est le nouveau bilan de l'Organisation mondiale de la santé. Vendredi, l'OMS a annoncé qu'un vaccin contre Ebola pourrait être disponible dès le mois de novembre prochain.
Et la lutte contre le virus s'invite dans les stades de football. Après maintes tractations, le match Côte d'Ivoire-Sierra Leone pour les éliminatoires de la CAN 2015 va se jouer aujourd'hui au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Un dispositif sanitaire a été mis en place pour sécuriser la rencontre. Sébastien Ouénia. Situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles. La lutte contre le virus Ebola oblige. Ce match, Côte d'Ivoire-Sierra Leone, demande un dispositif sanitaire maximal. Condé Salif, le directeur de l'ONS, est à pied d'œuvre. Il ne faut rien négliger. Les chefs d'équipe doivent suivre à la lettre les consignes exceptionnelles liées à cette rencontre. Je ne serai pas tendre avec le personnel qui va laisser les gens entrer au stade sans avoir au moins été désinfectés. Donc il faudrait que les gens comprennent que nous n'allons pas lésiner avec. Il n'est pas question que quelqu'un vienne par une simple question de zèle mettre en danger la population ivoirienne. Pensez à la protection de tous ceux qui effectueront le déplacement du stade Félix Houphouët-Boigny demeure la priorité. Nous les attendons, nous souhaitons qu'ils viennent, ils n'ont qu'à être rassurés, il n'y a pas de problème, toutes les mesures sont prises, mais seulement qu'ils respectent ces mesures d'hygiène que nous mettons en place. C'est tout ce que nous leur demandons. Avant le coup d'envoi prévu à 17 h, 1200 policiers seront déployés au stade Félix Houphouët-Boigny pour renforcer la sécurité. Et au vu des conditions, quel engouement autour de ce match Côte d'Ivoire-Sierra Leone? Les supporters seront-ils au rendez-vous? Le reportage de Serge Coléa. Après le mondial 2014 au Brésil, les éléphants de Côte d'Ivoire renouent avec la haute compétition. Ils affrontent ce samedi 6 septembre 2014 l'équipe nationale de la Sierra Leone dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2015. Une occasion pour les supporters ivoiriens de communier avec le 11 national. Malgré la psychose créée par le virus Ebola avec l'arrivée de la Sierra Leone, certains supporters ne veulent pas manquer ce rendez-vous. Ils ont donc décidé de se rendre au stade Félix Houphouët-Boigny pour soutenir les éléphants. Je n'ai pas hésité à prendre mon ticket, on ira au terrain. On ira au terrain, j'invite toute la Côte d'Ivoire à venir supporter les éléphants ce samedi-là, à partir de 17 h. Ce n'est pas le cas de d'autres supporters qui préfèrent suivre le match à domicile. L'aspect Ebola a un tant soit peu découragé le public sportif. La rencontre aura bel et bien lieu en Côte d'Ivoire ou délocalisée. C'est juste à 4-5 jours, je crois, que le Conseil national de sécurité a pris l'engagement de faire disputer la rencontre sur les terres ivoiriennes. Le gouvernement rassure, toutes les dispositions ont été prises pour assurer la sécurité sanitaire des supporters. Les responsables de la Fédération ivoirienne de football invitent les supporters à se rendre massivement au stade Félix Houphouët-Boigny pour accompagner l'équipe nationale vers la victoire. Rappelons pour refermer ce chapitre qu'aucun cas de fièvre Ebola n'a été détecté en Côte d'Ivoire. Et le pays veut mettre en place un système de recueil de diffusion de données sur le tabagisme. Une rencontre des acteurs et experts du domaine vient de se tenir. Le reportage est signé Grace Kando. Le tabagisme constitue un problème de santé publique. Principale cause de décès, près de 6 millions de personnes meurent chaque année dans le monde. Alors, pour lutter efficacement contre ce fléau, une réunion de travail pour la mise en place d'un système de recueil et de diffusion de données sur le tabagisme est organisée. C'est une initiative de la Direction des coordinations du Programme national de lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme, la toxicomanie et les autres addictions. Il sera question, au cours de cette rencontre, de mettre en place un système intégré et formel de recueil et de diffusion périodique de données sur le tabagisme. 5000 décès sont liés au tabagisme en Côte d'Ivoire. C'est quand même un fléau assez important. Et il faut qu'on prenne des mesures. Mais une fois qu'on prend des mesures, il faut qu'on ait un système d'évaluation de ces mesures-là. Ce sont des éléments qui vont nous permettre au fil des années, avec la mise en place d'un système de recueil de données permanente, nous allons suivre la progression de cette différence. Et c'est un outil important pour qu'on sache où nous en sommes. Le tabac n'est pas en somme une matière illicite. Je crois qu'il y a une législation qui sera mise en place et dans cette nouvelle loi, je crois qu'il y a des restrictions
venant du ministère du Commerce qui vont lutter maintenant efficacement contre le tabagisme. En Côte d'Ivoire, plusieurs travaux sur le tabagisme ont été réalisés. Ces résultats ont permis de connaître la situation du tabagisme et de mettre en place des stratégies de lutte adaptées. 10 millions de francs CFA pour développer l'UNUFLA dans le département de Daloa, zone ouest de la Côte d'Ivoire. C'est un don des cadres de la sous-préfecture de Bédiala dans le Haut-Sassandra, à Boussanogo. Collant au thème de cette quinzaine nationale de la solidarité qui est solidarité et vivre ensemble, défi pour la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020. Thibouetien Michel, parrain de la cérémonie, a offert matelas, bottes de fer, tonnes de ciment et plusieurs enveloppes dont le contenu varie entre 100 000 et 200 000 francs CFA aux habitants de l'UNUFLA dans la sous-préfecture de Bédiala. La mairie et la sous-préfecture n'ont pas été oubliées. Elles ont reçu des ordinateurs avec imprimantes et des rames de papier des mains du parrain. Toujours dans le même élan de générosité, Thibouetien Michel et le sous-préfet de Bédiala, Flanflore, ont posé la première pierre du foyer polyvalent qui très bientôt verra le jour à l'UNUFLA. Selon Thien Michel, principal donateur, toutes ces actions d'un montant de 10 millions de francs CFA ont été menées en faveur des populations de l'UNUFLA pour leur permettre de s'épanouir et de faire la paix entre elles-mêmes et leurs visiteurs. Un mot de religion avec le pèlerinage annuel des chrétiens catholiques à Lourdes en France, le parcours des pèlerins ivoiriens avec Thérèse Yoboué. La tradition a été une fois encore respectée à Lourdes. La prairie de la Ribière, face à la grotte de Massabielle, a fait le plein des fidèles chrétiens venus du monde entier pour la messe annuelle de l'Assomption. La Vierge Marie qui entre dans la vie, dans la pleine vie de Dieu, en son âme, en son corps, dans toutes les fibres de son être. Un moment où chaque chrétien ouvre son cœur à ce que Dieu veut y faire. Cette année, le drame des chrétiens de la Syrie, de l'Irak, a marqué l'homélie de Monseigneur Éric Moulin-Beaufort, évêque auxiliaire de Paris qui a présidé cette célébration eucharistique. Il a demandé le soutien, l'aide de tous pour ses frères qui souffrent. Chaque être humain est utile, a-t-il dit. Si abîmé soit-il, si impuissant soit-il, si incapable soit-il, il compte et comptera pour faire resplendir la gloire de Dieu. Pour beaucoup de pèlerins ivoiriens, cette gloire se verra par des guérisons et par l'instauration de la paix dans le pays. J'invite les Ivoiriens à se donner la main. Regarder, n'est-ce pas, sur le même côté et emprunter cette voie-là. D'abord la paix dont Houphouët-Boigny avait fait, n'est-ce pas, la deuxième religion de chaque Ivoirien et de chaque Ivoirienne. Je suis venue à Lourdes parce qu'on m'a parlé des merveilles que mon mari fait ici. Je suis venue lui présenter mon fils parce que depuis longtemps il est malade, depuis sa naissance. Il présente beaucoup d'handicaps. J'ai présenté mon fils à mon mari pour lui dire de le guérir. Que le Seigneur, par l'intercession de la Vierge Marie, Notre-Dame de Lourdes, puisse accorder cette santé politique à notre pays. Santé politique qui signifie paix, amour et justice. Cette année, les Ivoiriens étaient à l'honneur. Ils ont animé une partie de la messe internationale à la grande joie de nombreux pèlerins. La baisse de tension a été de courte durée. Séparatistes et autorités ukrainiennes s'accusent mutuellement de violation du cessez-le-feu entré en vigueur seulement hier soir. Et dès mardi, de nouvelles sanctions économiques de l'Union européenne pourraient s'appliquer à la Russie pour atteinte à la souveraineté de l'Ukraine. Mais déjà, la Russie menace de réagir si ces sanctions étaient appliquées. C'est de Minsk que souffle un vent d'espoir, celui d'un cessez-le-feu en Ukraine. Il devait entrer en vigueur vendredi à 18h, heure locale. Plus précisément, c'est un protocole préliminaire qui a été signé en Biélorussie avec des représentants de l'Ukraine, de la Russie, des séparatistes et de l'OSCE, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Le texte sera-t-il appliqué ? Le président Porochenko, depuis le sommet de l'OTAN à Newport, se dit prêt à jouer le jeu. C'est un défi très important pour la sécurité. Pas seulement pour l'Ukraine ou la Russie, mais pour le monde entier.
Je pense que ce qui vient de se passer est absolument inacceptable au XXIe siècle. Et j'espère maintenant et sincèrement que le processus de paix pourra être lancé. Les rebelles pro-russes ont immédiatement réaffirmé leur intention de se séparer de l'Ukraine. Pendant que se négociait le cessez-le-feu, les roquettes et les bombes continuaient de pleuvoir sur l'est du pays. Mariupol, un port stratégique, restait sous contrôle de l'armée ukrainienne, mais de violents combats se déroulaient à ses portes. Toutes nos valises sont prêtes. On a fait le plein d'essence. Nous sommes prêts à fuir rapidement s'il le faut. Pensez-vous que la situation soit sans espoir? Maintenant, oui. Je ne vois plus un seul tank à nous. On n'a plus rien pour se défendre. Vraiment rien. Pas une seule munition. Rien du tout. Je n'en dirai pas plus. La Russie a salué la conclusion d'un cessez-le-feu et appelé à ce qu'il soit scrupuleusement respecté. Mais pour ceux qui vivent sous les bombes, la paix semble encore bien lointaine. Après une accalmie, Donetsk a également essuyé une série d'explosions meurtrières. Le bilan du conflit s'élève maintenant à plus de 2600 morts. Ahmed Abdi Godan, le leader des islamistes somaliens Shebab, a été abattu au cours d'une frappe aérienne menée par l'armée américaine. La mort de Godan est une perte majeure du point de vue symbolique et opérationnel pour la plus importante des entités affiliées à Al-Qaïda. Il avait revendiqué l'attaque du centre commercial Westgate au Kenya, tuant 68 personnes et blessant plus de 200 autres personnes. Retour en Côte d'Ivoire et direction Zaranou, un ancien musée qui tombe en ruine. Le constat est signé Franck Quadio. Chaque matin, coups de pinceau sur statuettes et caissons où sont exposées quelques reliques du passé de Zaranou. Nous sommes dans l'indénié Diablé. Ibrahima est le conservateur de ce musée créé en 1965. C'est un musée de type iconographique et ethnographique. Iconographique parce qu'il y a des icônes, des images qui retracent l'histoire ancienne des Zaranou. Et aussi ethnographique parce que nous avons des objets qui ont appartenu aux différents peuples qui ont séjourné ici à Zaranou et continuent de séjourner. Attributs royaux, mais aussi vestiges naturels, têtes d'éléphants et autres ossements. L'endroit cependant semble quelque peu triste, faute de visiteurs. La voie n'est pas bitumée et le musée se trouve en proximité de la voie principale. Donc la fréquence des véhicules fait que le musée est toujours envahi par la poussière. Et il y a tellement d'ouverture ici qu'il y a l'humidité aussi relative qui s'infiltre. Il y a le vent aussi, il y a les moustiques, il y a les termites. Donner de la couleur à son musée, un rêve pour Ibrahima qu'il a répété à sa tutelle. Le ministre de la Culture, Maurice Badaman de Passage, a marqué une halte. Les musées ruraux ont leur place, ils disposeront bientôt de meilleurs cadres d'expression. Un projet de décret qui va donner à ces musées un statut leur permettant d'avoir une dotation budgétaire. Ce qui va permettre à ces musées d'avoir des moyens. Jusque-là, ils étaient considérés comme des services et donc ils n'avaient pas de statut. Une bonne nouvelle donc pour le musée Louis-Gustave Binger de Zaranou, dont le bâtiment date de 1901. Ici, 388 pièces sont conservées. Rappelons cette information relative au nouveau bureau de la commission électorale indépendante. Youssouf Bakayoko revient pour un deuxième mandat à la tête de la CEI et le bureau compte 6 membres. Le président a donné les nouvelles orientations de l'institution pour des élections crédibles et apaisées en Côte d'Ivoire. Et un dispositif sanitaire a été mis en place au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan pour la rencontre Côte d'Ivoire-Sierra Leone. Elle compte pour les éliminatoires de la CAN 2015 et va se jouer cet après-midi. Rappelons que la Sierra Leone est l'un des pays touchés par l'épidémie de fièvre Ebola qui fait à ce jour plus de 1000 morts, aucun cas détecté en Côte d'Ivoire. Et voilà pour ce 13h. Merci d'être resté avec nous. Très bon samedi sur RTI 1 et je vous dis à demain.